Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les 2 semaines, quand j'y arrive. Abdel Awacheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dentexia étant l'avance intégrale des frais des soins. Abdel Awacheria, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dentexia, puis cofondateur de l'association La Dent Bleue, est venu me raconter, dans une série en 4 épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des 2 parties, mais aussi du système. Vous allez écouter le 3e épisode de la série avec Abdel Awacheria, fondateur du collectif contre Dentexia, La Dent Bleue. Bonjour, je viens d'être informée du collectif. J'ai été l'une des premières victimes. On m'a arraché toutes mes dents, sans explication, et à ce jour, toujours pas de dents en bas. J'ai souffert pendant des mois, et j'ai fini par laisser tomber. Aidez-moi à retrouver ma dignité, car je n'ose plus ni parler, ni rire, bien cordialement. Message envoyé le 8 mars 2016. Après avoir payé 14 031 €, je me retrouve avec mes dents arrachées, 2 appareils transitoires qui me gênent terriblement. Avant de mettre mes implants, on me demandait de faire une greffe osseuse, coût 5 000 € en plus. Toutes mes économies se sont envolées chez Dentexia. Je suis maintenant à la retraite, avec 500 € par mois, donc aucune possibilité de consulter un dentiste. Je suis anéantie. Aidez-moi, conseillez-moi, merci. Quelqu'un qui ne peut plus sourire, ni manger. Message envoyé le 7 mars 2016. Bonjour, je suis née le 4 mai 1945. Je souhaite faire partie du collectif. J'ai envoyé un recommandé accusé de réception début janvier un courrier au mandataire judiciaire. Je vais envoyer un courrier à l'ordre des dentistes, au tribunal pénal d'Aix-en-Provence et au tribunal de Lyon et à France Finance. J'ai payé une partie sur mes fonds propres et une partie avec un crédit chez France Finance, que je dois encore jusqu'à janvier 2017. Les implants ont été faits, mais il manque les prothèses définitives, sur les implants du bas de la mâchoire et la prothèse définitive du haut de la mâchoire. Quant aux implants, je ne sais pas si le travail a été fait correctement. Abandonner aussi le projet pour des implants et prothèses pour le haut avec chirurgie par un maxillofacial pour une greffe d'os. Je vais avoir, en mai, 71 ans. Il est inconcevable de devoir rester en attente dans de mauvaises conditions sanitaires et psychologiques à un âge avancé. Je remercie tout le collectif pour le travail fait et à faire, bien cordialement. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'association de La Dent Bleue et de ce qui se cache aussi, enfin de ce qui se cache, non, mais de cette volonté en fait de réunir au-delà des victimes, mais les patients en fait des soins dentaires pour pouvoir trouver des axes d'amélioration du système en fait. Alors oui, La Dent Bleue, c'est une association qu'on a créée sur le creuset ou dans le creuset du collectif contre Dentexia en 2019 avec plusieurs idées. La première, c'était de
de dépasser le cadre strict du scandale Dentexia en se disant qu'il y avait ce collectif qui était contre Dentexia, mais il fallait aussi se mettre dans un mouvement qui soit pour quelque chose. Il suffisait pas de dénoncer. Il faut encore proposer. Et donc, ça, c'est l'une des idées. L'autre idée, c'était de se dire que toutes les victimes se valent, en fait. On a des victimes de centres dentaires associatifs à but non lucratif, tout en sachant que nombre d'entre eux exercent un rôle de relais de santé publique et que c'est important de les maintenir. Et donc, on voulait contextualiser tout ça en disant on a été contre Dentexia, ça veut pas dire qu'on est contre l'idée même de centres de santé associatifs à but non lucratif. Il faut juste exercer un lobbying et une influence pour changer la loi de manière à incorporer des garde-fous et des systèmes de contrôle. Donc ça, c'était la deuxième idée. Et la troisième idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas travailler sur un cadre général qui permette à des victimes en situation un peu de déshérence de trouver des ressources. Alors pas tout de suite celle de l'accompagnement humain, parce que c'est compliqué quand on vient de créer une association de pouvoir mobiliser des bénévoles pour se former à l'accompagnement humain et prendre un peu le rôle d'autres acteurs. Des bénévoles qui sont des victimes, le plus souvent, sont pas formés première intention pour donner de l'accompagnement. Mais par contre, on peut réfléchir à comment glaner de l'information qui permettent à des victimes de trouver les bons canaux pour se sortir de situations de litige ou pour conduire des actions. Et donc ça a donné lieu à cette association, La Dent Bleue, qui a à la fois, qui a un triple jeu de mots. La Dent Bleue, c'est le nom d'un roi, il me semble, Harald à la Dent Bleue. Donc ça, c'est le webmestre de notre association qui avait vu les choses sous cet angle-là. La présidente, elle, le voyait plutôt en termes de reliance, avec l'idée que la dent bleue, c'est Bluetooth en anglais. Donc Bluetooth, c'est la manière de se connecter, donc créer de la reliance entre des victimes, mais la reliance aussi avec les institutions et les professionnels. Donc se mettre dans des optiques et des trajectoires de reliance. Et il y avait aussi cette idée que la dent bleue, on pouvait le décliner assez facilement par rapport aux prérogatives que je viens d'énoncer, avec le L qui correspond à lobbying en faveur des intérêts du patient justement et de la patiente, le D qui correspond à la défense. Donc on était contre Dentexia, mais là on se met à défendre quelque chose, on n'est plus contre, on défend, on propose, etc. On défend les intérêts et les situations particulières des victimes et des usagers en général. Et après, B comme bonne pratique, mais appréhendée sous un angle qui soit peut-être un peu plus, on va dire, moins caricatural que de se brosser les dents 3 fois par jour, avec des préconisations qui soient peut-être un peu plus poussées sur ce que devrait être une trajectoire d'hygiène et de prévention par rapport à une condition d'être humain qui est une condition d'être vulnérable. Sur une vie dont la durée se rallonge de plus en plus. Donc ces bonnes pratiques, elles sont à discuter aussi avec les professionnels, avec les institutions et avec les patients, surtout depuis leur point de vue. Parce que la création de cette association, elle se crée, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans un cadre plus général qui est celui de la prise en compte de la voix du patient. Donc c'est le 4 mars 2002 avec la loi Kouchner, et il y a aussi une autre loi en 2004 qui sort, qui concerne la santé publique dans son ensemble et la reconnaissance que les patients ont une parole. Et donc ces deux lois font que qu'il est important de s'inscrire dans les cadres législatifs et de passer du statut de collectif qui est un non-statut, parce qu'un collectif n'a pas d'interlocutrice ou d'interlocuteur qui soit habilité en fait au regard de la loi à s'exprimer au nom d'une patientèle ou d'un groupe. Alors qu'une association... C'est ce qui se fait dans l'urgence. C'était une bonne solution pour toute la gestion de crise et la médecine de guerre à tous les niveaux, y compris métaphorique, que j'ai décrit tout à l'heure. Mais l'association, c'est une autre structure dont les ambitions vont se déployer dans la durée. Ça prend du temps. Qui est beaucoup plus sur la base du volontariat, en fait. C'est-à-dire que là, c'était des personnes qui étaient vraiment dans cette démarche de faire changer les choses afin que ça ne se reproduise pas. Et là, finalement, donc si on parle du collectif contre Dentexia et en tout cas des victimes qui étaient, tu disais, au-delà de 3000 personnes, là, au niveau de l'association, ça représente combien c'est pas beaucoup d'adhérents, parce que forcément, les gens qui viennent nous voir sont ceux qui sont pris dans des problèmes, mais comme il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas encore faire.
l'association est récente, elle a été créée en mi-2019 et on est dans un processus de demander un agrément au ministère de la Santé, d'être inscrit au registre des associations de France Asso Santé, etc. Donc tout ça, il faut 3 ans d'existence pour y parvenir. Et donc on en sort juste là. Et pendant ces 3 ans, on ne peut pas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Donc on ne sommes pas des docteurs en médecine dentaire, donc on ne peut pas recommander par exemple des praticiens. Ce serait faire de la publicité. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire. On peut pas non plus se dire qu'en tant qu'association, on va accompagner dans la durée, sur un plan juridique ou pénal, des dossiers individuels en mandatant un avocat qu'on aurait nous en interne. C'est pas comme ça qu'on peut procéder. Donc ces 3 années, elles nous ont servi en fait essentiellement à courir après 2 lièvres. Le premier lièvre, c'était de se dire que, comme tu l'as mentionné, c'était important pour nous de changer le cadre légal, donc la loi Bachelot, et l'ordonnance qui était censée la réviser et qui était sortie en 2018 et qui servait à rien du tout, de notre point de vue, il était nécessaire de travailler avec les autorités de manière à changer ça. Et c'était l'un des chevaux de bataille qu'on s'était fixé. Les syndicats ont pas mal œuvré aussi dans ce sens-là. Les syndicats ont pas mal œuvré, ont dénoncé, mais ça faisait très longtemps qu'ils dénonçaient la loi Bachelot, mais peut-être pas forcément avec les mêmes arguments que la patientèle. C'est-à-dire que l'argument qui consiste à dire ça met en péril un modèle de pratique de la dentisterie qui est le nôtre et qui est le modèle libéral, ça peut être audible, mais il faut se mettre à la place d'un cabinet ministériel qui, depuis plus d'une décennie, avait pour idée de déconstruire le modèle de concurrence monopolistique dont j'ai parlé au début. Donc c'est juste des situations de blocage. Donc là, les patients peuvent venir en disant, mais nous, ça nous intéresse pas qu'il y ait une situation de blocage entre un positionnement politique de la part des cabinets ministériels et les ARS d'un côté, et de l'autre les conseils ordinaux et les syndicats de dentisterie libéraux. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut implémenter au bénéfice du patient qui soit méta, qui dépasse en fait les querelles de clochers, etc. Donc nous on est venu avec cette idée, un message très simple qui consistait à dire la loi n'est pas parfaite, elle produit du risque pour la patientèle. Et le risque est avéré parce qu'il y a eu Dentexia, après il y a eu Proxy Dentaire. L'an passé, on a été les premiers à dénoncer Bloom Square, qui est une franchise d'orthodontie, qui pose des fils Invisalign, je sais pas comment on les prononce, mais tu connais ça mieux que moi. Invisalign, c'est ça. Bon, après, il y a plein de... On va le dire comme ça, il y a tous les documents qu'on a pu aussi obtenir par le biais des Dental Leaks. Donc, il y a une plateforme créée sur le modèle un petit peu des Wikileaks de Julian Assange et qui avait pour vocation de collecter de manière anonymisée tout témoignage ou tout document provenant non seulement de patients, mais souvent ils veulent pas être anonymes, mais de professionnels ou de personnes... de toute personne qui, depuis un système professionnel, un système institutionnel, est en capacité de voir des événements ou des situations qui méritaient d'être dénoncées, puisqu'elles portent préjudice en fait au statut de patient censé avoir des soins sécures. Ou ça peut être des dénonciations de procédés, on va dire, frauduleux, y compris à la sécurité sociale, etc., etc. Donc il y avait cette idée de mettre en place un système de lobbying en faveur de la patientèle et personne ne peut nous le contester. C'est-à-dire que les praticiens peuvent eux-mêmes être des patients ou avoir des proches qui sont des patients. Une dentiste ou un dentiste peut avoir mal aux dents ou peut avoir un membre de sa famille qui souffre. Donc, de toute façon, c'est un système de chaise musicale. Donc, on ne peut pas nous contester de travailler, d'exercer une influence au profit de la patientèle. On peut tout contester tout le temps, mais ça, on ne peut pas nous le contester. Et donc, on a voulu que ça soit un fer de lance puissant, en fait, dans notre association, de se dire, on va commencer par ça, et la chose qu'il faut arriver à faire, le point qu'il faut arriver à déconstruire, c'est la loi Bachelot, parce que ça a produit du risque. Et ça continue à en produire, parce que on a fait
ce travail qui consistait à essayer d'examiner des questions n'étaient pas les nôtres au départ, et en particulier l'état socio-économique en fait, qui permettait la multiplication de ces centres dentaires associatifs à but non lucratif avec cette production de risques en fait, si c'était pas contrôlé et si ça restait sous l'influence de la loi Bachelot sans qu'elle soit révisée. Et ce qu'on a pu comprendre par exemple, c'est que on avait eu une démultiplication, une hypercroissance en fait de ce secteur des centres dentaires associatifs, non seulement parce qu'il y avait eu cet assouplissement législatif lié à la loi Bachelot, mais aussi parce qu'il y avait tout un ensemble de protagonistes qui aidaient à la création de ces centres, en fait. Il y avait la possibilité d'obtenir des devis pour des aides, des subventions publiques d'une part, mais il y a même des entités qui permettent de faire un dossier clé en main sur un régime déclaratif pour aller créer, en fait, un centre de santé dentaire dans des territoires pour lesquels il y a des analyses de marché. Donc le patient devient un client, le client, l'offre de soins devient un marché, et donc toute cette ambiance un petit peu néolibérale qui commençait à devenir très prégnante depuis un certain nombre d'années dans le secteur dentaire, on a pu s'y intéresser, l'observer, tirer des conclusions qui étaient non pas des conclusions sectorielles, mais des conclusions au bénéfice du patient, en disant ça c'est bien pour nous, ça c'est moins bien. Donc qui est de la course à la rentabilité, c'est moins bien. Qu'il y ait des défauts, que les praticiens n'exercent pas de manière transparente en leur nom avec une RCP, c'est moins bien c'est moins bien qu'une situation où on connaît l'identité, où tous les praticiens ont une assurance, où quand bien même ils soient salariés par un centre de santé dentaire, etc. Et donc on a pu construire comme ça une liste d'une trentaine de recommandations qu'on a publiées sur notre site pendant plusieurs mois, voire années, et c'est comme ça qu'on a pu être contacté et repéré en fait par le cabinet ministériel et par les députés en fait à l'Assemblée nationale et notamment Fadila Khattabi qui devenait en fait présidente de la commission des affaires sociales et qui s'était intéressée aux problèmes des centres de santé dentaire après que soit survenu dans sa circonscription, parce qu'elle était élue par ailleurs en Côte d'Or, le scandale Proxy Dentaire. Donc Proxy Dentaire, c'est juste un nouvel avatar du risque tel qu'on l'a connu avec Dentexia, c'est-à-dire qu'un plaquiste, donc un spécialiste de la pose de tôle ondulée, décide un jour de fonder un centre dentaire associatif à but non lucratif sur le parking d'un Carrefour Market à Sauvigny-Saint-Sauveur, en Côte d'Or. Et on ne me fera pas croire que ce monsieur est un philanthrope qui s'est dit du jour au lendemain qu'il allait sauver les bouches des victimes et des patients et qu'il allait remettre des dents à tout le monde, à la veuve et puis à l'orphelin. Donc s'il est allé faire ça, c'est parce qu'il y avait des velléités, encore une fois, financières, lucratives, sous un couvert médico-social. Donc c'était juste une résurgence, une rémanence de ce qui s'est passé avec Dentexia. Donc Proxy Dentaire a éclaté en Côte d'Or. En quelle année Proxy Dentaire ? C'était en 2021, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Fadila Khattabi s'empare du dossier. On la rencontre d'ailleurs. On fait le déplacement avec Madame Teilleul. On fait 700 km pour aller à Sauvigny-Saint-Sauveur, rencontrer les victimes, à qui on conseille, ce qu'on a toujours conseillé, ce qu'on conseille toujours, c'est vous fédérer. Faites un collectif. Et quand vous êtes bien organisé, à ce moment-là, vous pourrez trouver des solutions. Mais si vous êtes seul avec vos problèmes, chacun de votre côté, avec votre avocat, avec votre mutuelle, vous n'allez pas vous en sortir parce que s'il y a quelque chose à implémenter sur un niveau supérieur qui nécessite un changement, notamment de cadre législatif, vous n'allez pas pouvoir y arriver en fait. Donc il faut pouvoir se fédérer et créer de la reliance. Donc c'est ce qu'on donne comme conseil à chaque fois. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Proxy Dentaire, c'est ce qu'on a fait avec Bloom Square, donc là c'était en 2023. Et donc voilà, l'idée qu'un lobbying puisse être efficace pour changer la loi. Et en fait, Madame Khattabi nous consulte, donc au titre de première et seule association créée par et pour des patients du dentaire, des patientes et des patients du dentaire, pour avoir notre avis sur la meilleure manière de réviser la loi Bachelot de 2009, de manière à ce qu'elle produise moins de risques. Et là, on lui transmet nos recommandations. Elle produit une première version d'un texte de loi qui est retoqué par le Sénat, parce que le Sénat juge qu'il y a un cavalier législatif à l'intérieur qui consiste à
à en fait introduire des dispositions qui concernent du financier et des remboursements par l'assurance maladie. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc la loi est retoquée en première intention. Le texte est révisé, on y travaille beaucoup, on transmet une trentaine de recommandations, les 30 qu'on avait publiées sur notre site internet et pour lesquelles on avait une version très longue. On transmet des dizaines de pages à Madame Khattabi qui change un petit peu son texte et tient compte d'une dizaine de nos propositions, notamment, et alors elle croise, et ça tu as eu tout à fait raison de le dire, elle croise pour partie ce qui avait été dénoncé de longue date par les syndicats de dentisterie et le Conseil de l'Ordre, donc à savoir la restauration de l'agrément préalable à l'ouverture, qui avait été donc déconstruit par la loi Bachelot, qui faisait passer le système à un régime déclaratif et qui là le ramenait donc à un agrément. Mais il y a d'autres points en fait que nous on dénonçait de manière très singulière depuis aussi des années, qui était par exemple la déclaration obligatoire des conflits d'intérêts. On avait identifié que le conflit d'intérêts était l'un des points névralgiques en fait des systèmes où tu as une association à but non lucratif avec une nébuleuse en fait de société commerciale qui lui pompe ses caisses. La déclaration des liens d'intérêt en fait avec peut-être une enquête derrière ou un contrôle, pouvait être l'un des moyens d'atténuer le risque. On a demandé aussi, sans l'obtenir, alors je pourrais reprendre ce qu'on a obtenu, ce qu'on n'a pas obtenu, mais tout ça c'est disponible en ligne sur notre site, mais par exemple, on a voulu obtenir que les centres de santé qui soient dentaires, mais ça va au-delà du dentaire, en fait. La loi Khattabi, elle concerne les centres de santé associatifs en général. Donc ça peut être de l'optique, ça peut être autre chose, la gynécologie. C'est quand même essentiellement les domaines qui sont peu remboursés, donc c'est quand même optique, dentaire et audio, il me semble. Et gynécologie aussi, mais dans une moindre mesure. Et alors, ce qu'on revendique et qu'on n'a pas encore obtenu, c'est qu'il y ait la possibilité de fonder ces structures soit réservée uniquement à des professionnels de santé. Donc ça, pour le coup, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a des dispositifs qui prévoient des comités d'éthique, ce que nous demandions par ailleurs, mais on n'a pas, en France aujourd'hui, la nécessité d'être un professionnel de la médecine pour fonder un centre de médecine. Donc ça peut être réservé à quel phénotype, à quel pédigré, au même pédigré que Pascal Stechen, à savoir des spécialistes sortis d'écoles de commerce, des businessmen, businesswomen, des managers, etc. Donc ça, c'est un vrai souci. Tant qu'on ne régule pas le pédigré des fondateurs de centres où est censé s'exercer une pratique médicale, on ne peut pas aboutir à une gestion régulée du niveau de risque en fait pour la patientèle. Donc ça, c'était l'un des combats qu'on a voulu mener. Et il y a un autre combat qu'on essaie de mener pour lequel on ne parvient pas en fait à nos fins pour l'instant. C'est un combat qui soit réellement efficace sur les cas individuels en fait de litige. Comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, ça prend énormément de temps d'écouter chaque victime ou chaque personne qui est une victime en puissance, nous expliquer là où elle en est de sa trajectoire et de la conseiller avec des conseils qui ne vont pas produire plus de dommages que de bénéfices. Et ça, je le dis sur un niveau très pragmatique, qui est celui du conseil pertinent, mais l'écoute est en soi un domaine qui mérite une attention extrêmement particulière et à laquelle on est particulièrement sensibilisé parce qu'on a manqué d'écoute, nous, en 2016, membres du collectif, et on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses qui passent par l'écoute, que la relation de soins, en fait, est indissociable de la relation d'aide. Et donc, en tant qu'association, on voudrait avoir les moyens de se doter d'une sous-structure qui prenne en charge la détresse psychosociale des victimes qui nous parviennent et qui aide aussi des patientes et des patients avant qu'elles ne soient devenues des victimes pour essayer de trouver des solutions. Et ça, de le faire non pas en opposition aux professionnels, mais en disant il y a une lacune. Là, pour l'instant, il y a des dispositifs qui s'appliquent et qui ont tendance en fait à segmenter
à créer de la dissociation avec d'un côté, enfin binariser le réel avec des patients, une sorte de patientèle dont on pourrait croire qu'elle est homogène alors qu'en fait elle est tout sauf homogène, et d'un autre côté des professionnels qui de la même manière on pourrait les caricaturer, mais en réalité des professionnels il y en a autant de types que de professionnels. Donc il faut Bien sortir sûr, ouais. des approximations, des messages tout faits, etc. Et donc conduire réellement une réflexion conjointe, co-construite, qui soit au bénéfice de la patientèle. Et si c'est vraiment au bénéfice des patientes et des patients, c'est aussi au bénéfice, comme j'ai dit tout à l'heure, des professionnels et puis à un niveau méta de la collectivité dans son entièreté. Donc ça, c'est le combat qu'on essaie de mener, et je pense, à titre personnel, qu'on ne peut pas y arriver dans un cadre associatif pur et dur. Là, ça fait 3 ans qu'on existe, on va se constituer association d'intérêt général ou d'utilité publique, je me trompe à chaque fois, mais ça sera sans doute pas suffisant parce que les personnes qui viennent nous voir, elles cotisent de manière extrêmement faible, on demande 15 €, donc c'est quasiment rien, et ça permet pas en fait de mettre en place des outils qui permettraient de les aider en fait efficacement sur leur dossier. Ce qui permettrait de le faire, c'est d'avoir vraiment des structures avec des salariés qui permettent de constituer une sorte de paravent d'accompagnement dans la durée. Et pour ça, moi, ce que j'essaye d'insuffler dans l'association, par exemple, c'est la possibilité qu'on crée une fondation. Alors, tu vas me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence. En fait, il y en a une, c'est qu'une fondation, ça peut être porté par une personnalité publique, par exemple, marraine ou parrain, qui pourrait, en fait, sur son nom ou son aura, sensibiliser des donatrices et des donateurs qui soient pas les 15 € qu'on va prendre aux victimes, qui soient sur un autre niveau et qui nous permettent réellement d'impacter la vie en fait des personnes qui sont en situation de souffrance en étant vraiment utiles. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je vois très bien les limites en fait du système qu'on a actuellement. Et ça. Quel exemple, par exemple, d'association qui se serait développée en fondation et qui serait sur ce modèle-là? Il y a tout un ensemble de. Je pense que France Alzheimer a gardé les 2 casquettes, par exemple, avec des activités associatives et puis à côté une fondation. On a ça avec la mucoviscidose tous les ans. Alors là, c'est très ambitieux. Et moi, je pense que il faut un juste milieu. L'idée, c'est de pas retomber non plus dans les travers qui consistera à créer une superstructure qui à la fin ne sert personne. Mais quand je vois la quantité d'argent, le volume d'argent qui est injecté dans des programmes soi-disant de prévention pour le dentaire, qui vont pas aider beaucoup de gens en réalité, là où on pourrait router une partie de cet argent-là, par exemple, pour aller aider des vraies situations individuelles, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des programmes nationaux qui sont créés, qui rappellent des évidences et la palissade sur ce que c'est que la prévention et l'hygiène dentaire, et qui manquent complètement leur cible, qui est d'aider des vraies victimes. Donc ça, c'est ce qui me tient à cœur, parce que quand on est en souffrance, on n'a pas envie de s'entendre dire tout le discours culpabilisateur, vous en êtes là, c'est de votre faute, ça ne solutionne pas. Et pour le coup, moi je suis très pragmatique, est vrai ce qui est utile. Donc qu'est-ce qu'on raconte à quelqu'un qui a plus de dents, qui a plus d'argent, qui souffre, qui a renoncé aux soins pendant des années, qui avait toutes les bonnes raisons de renoncer aux soins, et qui est issu d'un bios. Je pense qu'on en parlera après, mais les victimes, les usagers, les patientes et les patients sont le fruit en bouche de traits d'histoire de vie qui les caractérisent de manière éminemment personnelle et singulière. On a en fait un bios, comme le disait Giorgio Agamben, une vie humaine qui fait que chaque personne, chaque individu à un moment donné est différent, et on peut pas appliquer des règles qui soient systémiques, par exemple sur des populations d'individualités qui ont toutes et tous un bios différent. Il faut qu'il y ait des structures qui s'intéressent à la singularité des personnes. Et donc ça, c'est une chose qu'on aimerait insuffler à la dent bleue, c'est-à-dire la prise en compte, une meilleure prise en compte des situations individuelles, là où on a identifié une carence dans ce qui se passe actuellement au niveau systémique. Donc par exemple, la prise en charge du litige, c'est une sorte d'angle mort. On a l'impression que dès que quelque chose ne va pas, forcément, que ce soit patient ou professionnel, on vire très vite du côté du litige, en fait. Et je pense que c'est une erreur, en fait. Ça ne devrait pas se passer comme ça. On devrait avoir un certain nombre de leviers potentiellement activables
qui permettent en fait à des situations qui sont à chaque fois réciproques de sortir par le haut en fait. Et pas forcément aller tout de suite dans quelque chose de contractuel. Et puis qui sont souvent des problèmes de communication très en souvent. fait, et de problèmes de vouloir rester dans une posture et de pas en changer. C'est exactement ça. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à la prévention, et puis pour rebondir aussi sur le fait que les patients sont pas responsables de leur situation, je pense qu'il y a quelque chose quand même sur lequel on communique peu, déjà peut-être dans la profession, mais aussi vis-à-vis des patients, c'est que c'est les pathologies dont on parle, qui sont la maladie carieuse et la maladie parodontale, ce sont deux pathologies chroniques qui sont multifactorielles. Donc il faut qu'on sorte de ce discours culpabilisant que si le patient en est arrivé là, c'est de sa faute. Déjà, c'est un discours qui est complètement stérile et faux. Et je pense que ça aide beaucoup en fait de l'expliquer au patient. Et le patient, c'est quelque chose en plus qui comprend très bien puisqu'il l'a quand même plus ou moins ressenti. Et il y a autre chose, c'est que tout ce temps qui va être consacré au dialogue, à l'échange, à la compréhension de l'autre, de son histoire et de ce qui fait qu'il en est là, c'est du temps qui vient empiéter sur le temps de travail effectif et qui aujourd'hui est absolument pas valorisé. Donc il y a vraiment un problème de rémunération en fait qui fait que ce temps-là, la plupart des dentistes n'ont pas le temps ou pensent que c'est pas leur rôle en fait de le faire. Alors il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Moi je reprendrai en point de départ l'une des idées que tu as fait passer, c'est sur le fait que on a des discours culpabilisants en fait, culpabilisateurs qui sont énoncés aux patients, alors qui est quand même dans une certaine part, en tout cas, responsable de sa condition. C'est qu'on peut pas non plus désautonomiser de la condition dans laquelle il se trouve à un instant donné. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que s'exercent sur lui des forces qui peuvent le dépasser et sur laquelle il n'a pas de prise. Donc ça, c'est pas quelque chose qui le désautonomise, c'est quelque chose qui lui enlève une part de responsabilité, certes, mais il reste quand même responsable. Je pense que c'est important de pas non plus dire le message selon lequel les patients seraient en fait toujours et en tout lieu non responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ceci étant, quand on a dit ça, il y a quand même une chose qui se passe dans le dentaire et qui se passe peu dans d'autres secteurs, c'est le fait que, enfin moi j'aime bien la comparaison des dents à celle des phalanges en fait. Ne plus avoir de dents ou avoir des dents qui fonctionnent pas, c'est comme si on avait des phalanges qui étaient absentes ou dysfonctionnelles. Il viendrait jamais à l'idée d'un thérapeute de dire votre petit doigt c'est de votre faute, etc. Et si on se coupe le petit doigt en travaillant, en bricolant en fait à la scie sauteuse, je pense pas qu'un thérapeute puisse dire, ou alors un très mauvais thérapeute puisse dire aux patients qui consultent à ce moment-là dans une situation compliquée, c'est de votre faute, vous êtes mis un coup de scie, vous êtes vraiment stupide. Non, on prend en charge. On est dans un process d'efficience, on prend en charge la pathologie, on ne réduit pas le malade à sa pathologie, mais on prend en charge quand même le pourquoi la victime se trouve, la patiente ou le patient se trouve devant nous, sans discours qui vient poser une narration soit infantilisante, soit culpabilisante. Donc ça, c'est un premier point. Alors dans le dentaire, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Comme tu l'as dit, ce sont des maladies chroniques, enfin, dans le sens où elles se déploient sur plusieurs décennies, potentiellement. Donc forcément, l'habitus, d'une part, au sens que donnait Bourdieu à ce terme, et d'autre part, le style de vie, en fait, des individus, va exercer une influence sur la vitesse à laquelle les troubles peuvent apparaître et la manière dont on peut les contenir. Donc ça c'est juste aussi de le dire comme ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'un malade est un malade. S'il est malade dans sa sphère dentaire et qu'il va consulter, il consulte avec cette idée qu'il fait confiance à un professionnel qui ne va pas le juger, qui va prendre sa pathologie pour ce qu'elle est, qui va prendre ses problèmes pour ce qu'ils sont,
qui va prendre son environnement psychosocial pour ce qu'il est également, et en tenir compte pour faire une proposition thérapeutique dont l'objet est quand même de sortir le sujet de soin qu'on a en face de soi de la situation de détresse dans laquelle il se trouve. Il faut jamais perdre ça de vue, c'est-à-dire que tout le système et tous les enjeux gravitent quand même autour d'un barycentre qui est celle d'un patient malade. Sinon, le système s'écroule. Il n'a plus de sens. Donc ça, il faut quand même le rappeler, ça semble être une évidence, mais parfois c'est bon de le rappeler, en fait, y compris dans les plus hautes sphères, en disant que le système de soins, professionnel, et toutes les entités qui gravitent autour de lui, y compris nous en tant qu'association, nous n'existons que parce que il y a un barycentre à un moment donné qui est le patient. Alors il se trouve que le patient n'existe pas tout seul. Donc c'est là que les discussions deviennent intéressantes, voire fascinantes. Et ce qui justifie qu'on discute aussi ensemble, c'est l'idée que on a un système qui s'articule autour de lui. Et c'est un système un petit peu de poupée russe avec un barycentre qui serait le patient, mais on a une relation en fait entre un patient et l'entité ou le protagoniste le plus proximal qui est censé le prendre en charge, qui est le professionnel de santé. Donc la relation de soins à ce moment-là devient essentielle. C'est qu'on peut plus dissocier la condition de patient dans une logique un petit peu systémique de la relation que ce patient va entretenir avec l'acteur le plus proximal. Et quand on a fait ça, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait un système de cercle concentrique, cette relation de soins, elle se déploie dans un ensemble de forces qui vont agir sur elle et qui vont provenir d'un système politique, d'un système légal, de dispositifs qui sont pensés par des acteurs qui peuvent avoir des velléités non médicales mais financières, par des systèmes avec des acteurs qui viennent du monde de l'assurance, qui viennent, et quand je dis monde de l'assurance, ça peut être les complémentaires santé, etc., etc. Et donc, le système se complexifie, mais quand même, il est orienté autour d'un barycentre qui est l'intérêt du patient et le fait qu'on a envie qu'il sorte de sa situation de souffrance. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Et la question, c'est est-ce que on attend que les règles changent et que les lois changent et que le système change pour que la relation de soins s'améliore, ou est-ce que on agit est-ce qu'on peut collectivement mais individuellement quand on est face au patient déjà commencer par changer la relation de soins, et ça peut aussi avoir un impact au-dessus, quoi. Est-ce qu'on attend que les choses elles viennent d'en haut et qu'elles descendent, ou est-ce qu'au contraire on les fait partir d'en bas jusqu'à ce qu'elles remontent? Nous, on a un positionnement qui est très clair par rapport à ça. Enfin, en tout cas, le mien, je peux parler au nom d'autres personnes ou d'autres représentants de patientes et de patients du dentaire, mais en tout cas, mon point de vue par rapport à ça, c'est que c'est bottom-up. Ça peut pas être top-down. Bottom-up, y compris de la part des professionnels. C'est-à-dire, c'est pas que les patients, c'est aussi les professionnels. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si la manière d'habiter la position de patient ou la position de professionnel de santé ne change pas, rien ne peut changer, en fait. C'est une histoire d'écologie de l'être, en fait, quelque part. C'est-à-dire que dans ce système que j'ai décrit tout à l'heure, on voit bien que on n'a pas une relation même à deux, c'est-à-dire avec un patient d'un côté et puis un professionnel de l'autre. Idéalement, on devrait avoir en fait une alliance thérapeutique à 4, c'est-à-dire que le patient est dans sa manière d'habiter sa position de patient, de manière pleine et entière, avec les droits, et c'est un sujet de droit, il a un certain nombre de droits qu'a bien rappelé la loi Kouchner, et d'un autre côté, ce patient, rien ne l'empêche de se mettre à la place du praticien qui a ses propres enjeux. Et donc, on est dans un début d'extraction de soi pour aller vers l'autre et comprendre ce qui le motive, ses propres contraintes, les variables qui vont s'exercer sur ses opinions, sur sa manière d'exercer son art et sa médecine, sa science. Et d'un autre côté, on voit bien que le praticien ne peut pas se cantonner à dire « moi je suis soit dans une logique de Dr Knock où je suis scientiste et je manipule potentiellement la patiente ou le patient parce que je suis détenteur d'une autorité et donc je vais l'exercer dans un système qui par ailleurs au niveau médical a été largement, comme tu l'as rappelé au début, inspiré ou connoté par une dimension patriarcale avec des sachants et des soignés qui connaissaient pas grand-chose et des sachants qui sont des soignants qui connaissent tout et qui sont dépositaires d'une autorité. Ce positionnement-là n'est pas viable. Il faut
aussi qu'en contrepartie de la réciprocité vécue et puis opérée par le patient, s'opère une tentative, un mouvement, un geste de réciprocité de la part du praticien qui lui aussi va se mettre à la place du patient en disant qu'est-ce que moi en tant que patient ou moi en tant qu'humain, je suis prêt à avaliser ou à invalider comme attitude et comme pratique qui soit au bénéfice ou au détriment respectif pour mon patient. Et donc ça nécessite aussi un changement de chaise, quoi, la possibilité de se mettre à la place en fait du patient. Donc on voit bien qu'on n'a pas des relations à deux, mais qu'on a des relations à quatre. Et quand on incorpore cette alliance thérapeutique où le soignant et le soigné deviennent des partenaires, ils l'ont toujours été, sont des partenaires. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait des systèmes d'opposition ni manipulatoire, comme j'ai décrit que le Dr Knock, mais des systèmes qui soient en fait basés uniquement sur la prestation de service, par exemple des modèles contractuels avec je te reçois, je te fais un devis, tu signes le devis, je conduis des soins et si t'es pas content, à la fin on partira en litige. C'est des systèmes qui tiennent pas non plus en fait. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc le modèle de prestation de service sur lequel vient se greffer, et on l'a dit depuis le début, une dimension néo-managériale. On peut virer très vite dans la course à la rentabilité, dans la rationalisation appliquée à l'humain, qui devient tout à fait irrationnel en fait. Donc ça, ce sont des modèles qui sont pas viables non plus. Puis tu as le dernier modèle qu'il faut éviter, à mon sens, qui est celui du patient qu'on réduirait à la maladie. C'est-à-dire que le professionnel reste avec cette idée que la personne en face d'elle n'est pas une personne, en réalité, est une maladie sur laquelle il faut exercer un soin. Et ça, c'est se tromper complètement d'objectif et de cible, ça ne fonctionne pas comme ça. On a un individu avec un bios, une vie, il est l'expression, le fruit de traits d'histoire de vie qui sont éminemment singuliers, et j'ai déjà dit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a ce système de chaise musicale, d'alliance thérapeutique, de partenariat qui se met en place, et ce partenariat, en fait, quand il est compris et décliné de cette manière-là, à mon avis, il peut s'extrapoler jusqu'aux entités systémiques. C'est-à-dire que le législateur peut accepter que lui parviennent des influences, et c'est ce qu'on a bien démontré avec le collectif contre Dentexia et la dent bleue avec la loi Katabi, peut accepter et voire même demander à ce que lui parviennent des influences qui servent à améliorer les dispositifs législatifs. Parce que quand même, c'est à ça que ça sert à la fin. Le système de santé ne sert pas à faire des économies sur lui-même. Le système de santé est là pour soigner. Et en soignant, il permet à tout un ensemble de citoyens d'être en mesure de moins coûter que des citoyens malades. Donc même si on lit le système que sur un plan uniquement pécunier, on y trouve quand même un sens. Donc cette idée qu'on a le patient, la relation, une alliance thérapeutique et une alliance qui s'étend à l'échelle du système, ça met en exergue quelque chose, je trouve, de très puissant, c'est que le patient est vulnérable. La relation de soins, et surtout quand elle est dissociée... Le praticien aussi est vulnérable. Le praticien est vulnérable. Alors je commençais par la relation en partant du patient jusqu'au praticien, mais tu as raison de me rappeler qu'on commence par les individus, donc le praticien est lui vulnérable, et on connaît le volume de burn-out qui peut avoir lieu dans le secteur dentaire en particulier. Il y a de bonnes raisons à ça, à mon avis. Donc, le patient, le praticien, on peut les mettre dans le désordre, en fait. On peut commencer aussi par le praticien. Il n'y a pas de patient qui s'en sorte par le haut s'il n'y a pas un praticien pour l'aider à soulager ses souffrances et à se soigner, voire à se guérir dans le meilleur des cas. Donc, on a ces deux individus, on a la relation, mais on a aussi tout le système, en réalité, qui est vulnérable. C'est-à-dire que mal soigner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en première intention, ça coûte plus cher que faire de son mieux pour bien soigner. Donc c'est ce qu'on a vu avec Dentexia, ça a coûté des millions d'euros aux caisses de l'État pour 500 victimes. Donc il fallait le faire, mais elles sont pas toutes soignées et on aurait pu les éviter. Et donc ça coûte de l'argent de soigner derrière. Prendre les mauvaises décisions systémiques, ça doit être travaillé en considérant que les messages principaux doivent percoler des acteurs eux-mêmes, qui soient des professionnels et les patients. Et donc c'est pour ça que je parlais de bottom-up. C'est d'en bas que ça peut partir. Alors, le système est vulnérable, le législateur comprend, le législateur met des garde-fous, crée des dispositifs légaux, crée des entités de contrôle. On améliore les choses en permanence au bénéfice ultime
du souffrant qui devient le moins souffrant possible ou dont on a pris en charge la souffrance dans la durée. Et donc c'est à ça que tout doit converger en bout de chaîne. Donc cette idée que tout le système est vulnérable, que travailler sur un seul des pôles d'un système multipolaire n'a pas de sens, nous on est parvenu à cette conclusion et c'est ce qui nous fait dire et c'est ce qui nous fait être demandeurs d'interaction en fait avec les autres parties prenantes en disant si on veut que le système aille mieux, et on y a laissé des plumes en tant que patient, et les professionnels y ont laissé des plumes en tant que professionnels, et le législateur et les caisses de l'État y laissent des plumes en tant que représentants de la collectivité. Et bien en fait, il faut juste qu'on puisse travailler et co-construire des systèmes qui soient vertueux, en se mettant chacun dans sa propre position, en l'assumant à 100%, mais en considérant aussi ce que peut être l'intérêt de l'autre protagoniste, voire même du méta-protagoniste qui est la société. On se retrouve bientôt pour la suite avec le 4e et dernier épisode, Co-construire une alliance thérapeutique. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout, parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage, la musique Last Dance et de Dia Yiannopoulou. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube, ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2e jeudis du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et vous répondrai.